qu'est-ce? B, c'est le champ magnétique. Je suppose que le champ magnétique, dans notre cas ici, le champ magnétique, dans ce cas-là, je parle de B, est sortant. Est, dans notre cas ici, est sortant. Si le champ est sortant, vous devez utiliser ce symbole-là. Quand vous voyez ce symbole, vous devez vous dire que le champ est sortant. Si le champ est entrant, vous aurez ce symbole pour dire que le champ magnétique est entrant. Alors, pour déterminer le sens de la force de Lorentz, on utilise la règle de la main droite. Cette règle stipule que les quatre doigts ensemble éloignés du pouce indiquent le centre de QV. La paume de la main indique le sens de B. Et F, le pouce écarté, indique le sens de la force de Lorentz. Donc, si nous considérons la particule alpha ici, nous aurons dans l'espace, pas forcément l'espace, nous aurons V, si la particule se dirige vers l'axe des abscisses. Ici, j'ai peut-être l'axe des ordonnées. Ici, j'ai l'axe Z, qui est l'axe des côtes. Donc, si la particule se dirige suivant l'axe des abscisses, l'axe OX, nous aurons le vecteur vitesse V qui est comme ça. Maintenant, comment peut-on déterminer le sens de QV? Q étant supérieur à 0, dans notre cas ici, c'est la particule alpha. Donc, Q de HE E2+, étant supérieur à 0, alors QV et V sont orientés dans le même sens. Puisque Q est supérieur à 0, donc les deux vecteurs sont colignés du même sens. Et donc, du coup, on aura ceci. C'est une supposition. Normalement, ça, la supposition, ça ne va pas être plus grand que V, mais ici, on aura QV. Donc, QV est orienté dans le même sens que le vecteur V. Alors, dans notre cas ici, on va supposer que le champ B est sortant. Donc, si le champ B est sortant, ici, j'ai le champ B qui est sortant. Quel doit être alors le sens de la force de Lorentz? On va appliquer la règle de la main droite. Le champ B, ici, est comment? Est sortant. Les quatre doigts écartés du pouce indiquent le sens de quoi? De QV. Donc, les quatre doigts doivent être orientés vers la droite. Et ici, on doit voir notre paume de main, puisque B est sortant. Si B est sortant, on doit voir notre paume de main. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate par rapport à la force de Lorentz? Est-ce que la force de Lorentz est une force orientée vers le bas ou bien vers le haut? Dans ce cas-là, vous devez constater quoi? Que la force de Lorentz ici, dans ce cas, est orientée vers où? Vers le bas. Donc, vous aurez ça comme la force de Lorentz. Ça, c'est F. Maintenant, dans le cas où vous aurez quoi? Vous aurez peut-être O2-. Pour O2-, on reconnaît que Q ici est égal à moins NE. Donc, Q va donner moins 2 fois E. E, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. « 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, donc, du coup, Q est comment? Q est inférieur à 0. Donc, si nous prenons l'oxygène,
j'ai peut-être, dans notre cas là, V qui est comme ça, QV doit être comme ça. Donc si j'ai QV, puisque Q est inférieur à 0, donc QV et V sont de sens contraire. Supposons que notre B est toujours sortant. Donc si B est sortant et que les quatre doigts écartés indiquent le sens de QV, alors les quatre doigts écartés doivent être orientés vers la gauche. Et on doit voir notre pot de main puisque B est sortant. Donc du coup, on constate que la force de Lorentz est orientée vers le haut. Donc ici, on aura la force de Lorentz F ou bien Fn qui est orientée vers le haut. Donc c'est comme ça qu'on représente la force de Lorentz. Donc vous devez constater quoi? Que la force de Lorentz est orientée vers le haut. Ici précisément dans le cas de O2-. Mais par contre, si c'est le noyau d'hélium, la particule alpha, la force de Lorentz est orientée vers le bas. À présent, parlons des notions relatives aux ondes et à l'optique. Alors, la relation fondamentale ici, c'est quoi? C'est l'une des relations fondamentales, c'est quoi? C'est la vitesse qui est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. La vitesse ici est en mètres par seconde. En mètres par seconde. La longueur d'onde est en mètres et puis la fréquence ici est en hertz. Alors, pourquoi cette formule? Si nous prenons la vitesse de façon générale, c'est la distance sur le temps. Donc, en considérant cette perturbation, si je prends peut-être une période dans l'espace ici, c'est la longueur d'onde. Donc, la distance parcourue par l'onde au bout d'une période est lambda, qui s'exprime en mètres. Alors, donc, cette vitesse-là revient à la distance parcourue qui est lambda, qui est en mètres, pour une période. Ça fait sur le temps t. Or, si je prends cette formule-là, cette formule V, qui est égale à lambda sur t, c'est encore égal à lambda fois 1 sur t. 1 sur t, c'est quoi? C'est la fréquence. Donc, la vitesse revient à quoi? Revient à lambda multiplié par la fréquence f. C'est pour cette raison que je me permets de mettre directement V est égal à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. En optique, on vous a parlé de la loi de réflexion depuis la grade de 5e. Prenons par exemple un miroir. Donc, ici, j'ai un rayon incident. Ça, c'est le rayon incident qui vient frapper le miroir. Ce rayon ne va pas traverser le miroir. Ce rayon doit être réfléchi. Et cette réflexion dépend d'un angle qu'on appelle l'angle d'incidence. Cet angle d'incidence n'est rien d'autre que l'angle qui existe entre ce rayon incident et la normale. La normale, ici, revient à quoi? Revient à la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante. Donc ici, c'est la normale. Donc c'est perpendiculaire là, on a la normale qui est là. Et c'est